ans, les chefs de tous les mouvements de résistance se réunirent en pleine occupation allemande et constituèrent le comité national de la résistance. Jean Moulin présidait cette première réunion clandestine. Le 27 mai 1943, nous étions réunis dans cette salle sous la présidence de Jean Moulin. Au travail, les camarades, nous avons été les camarades de combat, nous serons aujourd'hui les camarades de la construction française. En 2011, la famille de Louis Saillant nous contacte pour nous dire qu'elle a retrouvé des papiers chez elle. Il s'est avéré que ces papiers étaient des papiers qui concernaient le Conseil national de la résistance, dont Louis Saillant avait été le dernier président. Nous avons examiné les papiers, il s'agissait de 136 liasses, donc une quantité considérable, et nous nous sommes rendus compte que ces documents concernaient les activités du CNR à la Libération. Donc le CNR, on le sait tous, est l'organisme qui a coordonné les mouvements de la résistance française. Donc l'histoire en est connue, mais moins pour ce qui concerne les activités à partir de la Libération. Oui, alors la découverte des archives, c'est tout simple. On ne savait pas qu'elles existaient et il y a qu'en 2008 qu'on les a découvertes à la suite d'une réfection de toiture dans un pavillon à Lagny, un pavillon qui était l'habitation de Louis Saillant depuis 1950. Ces documents sont inespérés, donc ces archives, ces nouvelles archives sont à étudier, à explorer. C'est une vraie manne pour les historiens. C'est ici que s'est formé le premier noyau de l'unanimité résistante. Et c'est pourquoi le chef du gouvernement a dit « Si la France a pu participer à la victoire, c'est parce que tous ces combattants, oubliant leurs divisions et leurs divergences, n'ont mené qu'un seul combat. » Ce Conseil national de la résistance, donc, qui est créé en mai 1943, est le résultat de très nombreuses discussions et de tâtonnements et de lancements suivis de retraits. Ce n'était pas simple de concevoir un organisme qui allait s'appeler dans le texte en mai 1943 « embryon de la représentation nationale ». Ce n'était pas simple à concevoir dans la clandestinité, d'abord pour des raisons matérielles, de difficultés de contact et de communication, mais aussi parce qu'il fallait imaginer un organisme complètement nouveau qui n'avait jamais existé dans l'histoire de France, qui jusque-là, en termes d'histoire de la démocratie et de la représentation, se faisait sur la base du suffrage universel. Et donc supposait la liberté qui n'existait plus en France depuis 1940. Et pourquoi est-ce compliqué ? Parce que d'emblée, le premier projet de comité national de la résistance, c'est déjà le printemps 1942, donc un an plus tôt. Et d'emblée, l'idée, c'est que ce comité doit réunir les forces différentes de la résistance. Mon père, Louis Saillant, avait les contacts avec Moulin bien avant 1943. Il avait des contacts avec Moulin dès 1942, puisqu'il était en contact avec Manès et avec Meunier, qui étaient les secrétaires de Moulin. Et il les a rencontrés, dit-il, lui, et je crois que Moulin avait compris qu'il était l'homme qu'il fallait. Il était socialiste, il était à la CGT, il avait activé à la CGT une fois qu'il est rentré de l'armée. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'il faut s'unir alors qu'on est différents, voire opposés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le projet de 1942 n'a pas abouti. Il y a deux raisons. La première, c'est que c'était trop nouveau et que la mouvance syndicale socialiste, la CGT non communiste qui avait promu le projet avec un syndicaliste d'origine, au contraire CFTC, Yvon Moranda. Ces syndicalistes qui avaient conçu le projet se sont heurtés à l'opposition de Jean Moulin, qui déjà représentait De Gaulle en France, et qui considérait que le risque qu'il y avait de faire revivre les familles politiques françaises dans la clandestinité était un risque de division de la résistance plutôt que d'unification. Et à cette date-là, donc au printemps 1942, la résistance non communiste n'était pas reliée avec la résistance communiste. Et donc là, il y avait plusieurs oppositions. Il y avait en fait un manque d'imagination sur ce que représentait la situation nouvelle
qui faisait que les oppositions partisanes étaient devenues secondaires par rapport à l'enjeu de libération nationale. Et le projet donc, de 1942 n'a pas eu de suite. Les communistes sont exclus de la CGT en 1939 en raison du pacte germano-soviétique et ainsi de suite. Bon, donc on revient en 1939 sur la division syndicale qu'il y avait eu avant 1936. On a d'un côté ce qu'on appelle les confédérés, Louis Saillant en est un, et puis de l'autre côté on a ce qu'on appelle les anciens unitaires, en gros les communistes. Saillant est du côté des confédérés, mais la CGT va être très vite interdite par le régime de Vichy et par un ministre qui était un ancien dirigeant de la CGT, Belin. Hein, bon, c'est compliqué, qui devient ministre du Travail de Vichy et qui, à peine installé, va signer la dissolution de la CGT. Mais les confédérés n'acceptent pas cela. Dès le début de la guerre, Saillant va s'occuper avec d'autres ce qu'on appelle les activités légales du syndicalisme, puisque seules les confédérations ont été dissoutes par Vichy en 1940. Mais il existe une structure qui mêle des dirigeants de la CGT confédérée et de la CFTC, et c'est une sorte de vitrine légale, mais qui va servir dès le départ à animer des activités illégales, des activités de réseau, dans laquelle Saillant va jouer un rôle très important. Et c'est aussi d'ailleurs là une des infrastructures du réseau Libération Nord qui va être constitué, un des grands mouvements de la résistance, avec ses amis socialistes, puisque Saillant est à l'époque réputé socialiste. Il a été longtemps militant socialiste, mais dès l'avant-guerre, il commence un peu à prendre ses distances avec la SFIO, mais enfin son réseau de sociabilité politique se trouve tout de même de ce côté-là. Et donc entre l'activité à Libération Nord, ce comité légal d'études sur le syndicalisme, qui produit des études et qui produit surtout un bulletin de liaison entre les syndicalistes, tout ça va servir à structurer une activité illégale. Et ils vont établir un manifeste qui, en quelque sorte, signale les règles d'un syndicalisme libre, qui est le contraire du syndicalisme que Vichy veut mettre en place. Et donc, dès ce moment-là, on peut dire que Saillant est dans l'opposition à Vichy. Et il joue un rôle très important autour de Jouhaud, qui va être arrêté, et autour des plus proches de Jouhaud, comme Robert Bautreau. Et en 1943, quand se négocie à nouveau le rapprochement entre les confédérés et les unitaires, c'est au domicile du beau-père de Saillant, au Perreux, que se tient une réunion qui débouche pas, comme on l'a dit, sur un accord, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de signé, mais qui pose les bases de la réunification des confédérés et des unitaires. Et il y a 4 participants, et Saillant est avec Bautreau le représentant des confédérés. C'est dire qu'il a un rôle éminent. Cette réunification syndicale ne nous éloigne pas du CNR, au contraire, elle nous en rapproche. Cette réunification est mise en place, préparée en avril 1943. Le CNR est créé en mai 1943. Et incontestablement, le rapprochement des confédérés et des unitaires a facilité la tâche de Jean Moulin pour réunir dans le CNR des mouvements et des organisations qui étaient jusque-là assez éloignées les unes des autres. Pour la première fois, le général Giraud rencontre le président Roosevelt. Successeur de Darlan à la tête du Haut Commissariat de la France pour l'Afrique, Giraud a refusé de s'incliner devant les nazis. 2 fois, il s'est échappé des prisons allemandes. Ces entretiens avec le président Roosevelt ouvrent la voie à une collaboration complète de l'Afrique française avec les Nations Unies. Ce qui a accéléré les discussions et qui a fait changer d'avis
Jean Moulin, qui avait un rôle déjà important, c'est la libération de l'Afrique du Nord par les Américains et le fait que les Américains avaient mis en selle, en Afrique du Nord, le dauphin de Pétain. Et donc, il apparaissait que la libération de la France allait se faire à l'enseigne de Pétain, si vous voulez. Ce qui est évidemment, alors là, clairement inconcevable pour les résistants, qui par ailleurs, depuis l'origine, avaient l'idée de refaire une nouvelle France à la libération. La résistance est un mouvement double, la résistance française est un mouvement double, c'est pas le cas partout, de rejet de l'occupant, mais aussi de préparation d'une nouvelle France. Et cette manière qu'ont eu les Alliés de faire penser que la libération de la France pouvait se faire à l'enseigne de l'idéologie pétainiste a soudé les résistants. Et a fait réagir également Jean Moulin, y compris le général de Gaulle, mais lui, pour des raisons peut-être moins politiques que directement stratégiques, c'est-à-dire que lui considérait qu'il représentait la France démocratique et que par conséquent ce qui se passait à Alger était nul et non avenu, et il avait besoin pour convaincre les Américains de montrer que les opinions françaises étaient derrière lui. Et si vous voulez, cette conjonction à la fois venant de Londres, venant d'Alger par réaction et opposition, et venant de l'intérieur du territoire métropolitain, a permis que s'enclenche dans les premiers mois de 1943 la dynamique qu'allait créer le Conseil national de la résistance. Et cette créature, le CNR, est en effet complètement atypique dans l'histoire politique française parce qu'elle réunit des mouvements de résistance, on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Ils s'appelaient déjà les mouvements de résistance. Mais on ne savait pas ce que c'était un organisme sui generis. Et donc avec ces mouvements de résistance, siègent des partis politiques. Là on savait ce que c'était, mais ils étaient discrédités. Le régime de la Troisième République, qui est celui d'un régime parlementariste qui compliquait fortement le gouvernement de la France, avait fini par discréditer les partis. Et une bonne partie de l'opinion résistante était anti-parti pendant longtemps. Donc, pour les mouvements de résistance, s'adjoindre des partis politiques, c'était problématique. Mais là, c'était parce qu'il fallait faire savoir à l'étranger, enfin chez les Alliés, que les différentes tendances de l'opinion française étaient favorables à la résistance. Ces sièges étaient composés donc de toutes les tendances de partis politiques, sauf la droite qui était très à droite avant la guerre, qui était représentée par le Parti social français. Donc ce parti ayant soutenu Pétain n'était pas représenté. Sinon il y avait les communistes, les socialistes, les radicaux, les démocrates chrétiens, et les deux droites libérales de l'époque, la Fédération républicaine et l'Alliance démocratique. Et la troisième composante du CNR, ce sont les syndicats qu'on appelait à l'époque les syndicats ouvriers, c'est-à-dire les deux tendances de la CGT, communiste et non communiste, la CGT qui était réunifiée et la CFTC. Et tout ça était présidé par Jean Moulin, qui était le représentant du général de Gaulle. Et donc, ils ont siégé ensemble. À très peu d'occasions, c'était trop dangereux. La première occasion, c'était la réunion fondatrice, inaugurale, qui a eu lieu dans une pièce qui était plus petite que celle-ci, où ces hommes, parce qu'il n'y avait pas de femmes, étaient serrés les uns contre les autres autour d'une table. Et c'était au premier étage, donc on pouvait s'échapper par la cour, par la fenêtre au besoin. Cette structure comprenait peu de personnes, puisqu'il y avait 16 sièges. Enfin, siège, c'est un grand mot. Le CNR n'a jamais siégé dans la clandestinité, enfin sinon assis sur des strapontins dans de petites pièces dont on pouvait s'échapper facilement. C'est dans une atmosphère extrêmement émue que se réunit aujourd'hui le Conseil national de la résistance française, et le premier, M. Louis Saillant, prend la parole. Messieurs, le 27 mai 1943, nous étions réunis dans cette salle sous la présidence de Jean Moulin. Je pense que, avant même de dire quoi que ce soit qui évoquera ce souvenir, en pensant à notre président fondateur, nous devrions les uns et les autres observer une minute de silence.
c'est unique en Europe, hein. Cet organisme qui réunit aussi largement. Et l'idée, c'est ensuite de décliner ce conseil, parce qu'il faut que ça pénètre dans le pays. Il ne faut pas que ça soit un objet, un organisme de sommet. Et donc, il faut que cette unité de la résistance que symbolise le CNR, elle pénètre et elle devienne la règle dans tout le pays. Donc, l'idée va être de créer des comités départementaux de libération qui unifieront la résistance au niveau départemental et qui en même temps, et là les CDL auront une fonction que n'a pas le CNR, les CDL seront reconnus comme des organes consultatifs dès la libération obtenue. Alors les CDL se créent sous l'occupation, plus ou moins vite, parce que c'est quand même la clandestinité. On pense à un tel pour le CDL, et puis il est arrêté, il tombe, et ainsi de suite. Donc il faut sans arrêt se remettre à l'ouvrage. Donc la constitution des CDL prend du temps, mais le CNR supervise et sert de modèle. Les CDL doivent être constitués, en gros, sur le même format, alors à l'échelle départementale bien sûr, que le CNR. Et ça va même plus loin, puisque ça doit se diffuser jusqu'au niveau local, et on voit aussi se constituer, mais là ça sera juste avant la libération que la plupart se mettront en place, des comités locaux de libération. Réunir dans une seule structure des syndicats, des partis politiques et des organismes non identifiés qui s'appelaient des mouvements de résistance, c'était un travail de l'imagination. Ça ne pouvait s'inscrire en rien dans le passé politique de la France. Et ce travail de l'imagination, il s'est fait aussi parce que ces différentes composantes partageaient un très fort nationalisme, une très forte fierté nationale qui peut étonner aujourd'hui, mais qui a servi, si vous voulez, de ciment qui a permis le conglomérat. S'il n'y avait pas eu cette composante, les oppositions n'auraient été, je pense, pas surmontées. C'est un bureau restreint qui se réunit avant la libération. Et Saillant est dès le départ membre de ce bureau restreint, et il représente dans ce bureau tout le secteur syndical. Il représente la CGT, il représente aussi la CFTC, et il représente le Parti socialiste. Donc il est, d'une certaine façon, le représentant, on va dire, de la gauche non communiste au sein de ce bureau. Donc c'est dès ce moment-là un personnage important. Le premier président du CNR, c'est Moulin. Bon. Moulin est arrêté, et ensuite c'est Bidault qui va devenir président du CNR jusqu'à la libération de Paris. Les résistants français, pas tous naturellement, mais pour la plupart, et dans la plupart de leurs tendances organisées, voulaient faire une France nouvelle. C'était le terme. C'était la rénovation de la France. Pour certains, c'était même une révolution. Et c'était en tout cas la réforme. Donc le CNR est fondé le 27 mai 1943. Dès l'été 1943, dès le mois de juillet 1943, le CNR commence à discuter d'un programme pour l'après-guerre. Donc c'est immédiat, si vous voulez. Donc des versions successives sont discutées jusqu'à l'adoption le 15 mars 1944 d'un programme dit aujourd'hui du CNR, mais qui à l'époque s'appelait simplement Programme d'action de la résistance. Et pour arriver à ce résultat, vous voyez, de juillet 1943 à mars 1944, ça fait à peu près 9 mois. Ce ne sont pas 9 mois de discussion ininterrompue, on est dans la clandestinité, la discussion est très difficile, les communications sont également dangereuses, mais on a une série de manuscrits qui montrent qu'il y a une continuité. Au début, le premier programme proposé émane de la mouvance socialiste et il est assez frappé au coin de l'idéologie socialiste. Et là, elle provoque le refus de la droite, qui est représentée au CNR. Elle provoque aussi le refus des communistes parce que les communistes voient que si on veut obtenir l'unanimité, qui est porteuse, qui est fédératrice, il ne faut pas trop marquer les angles. Et donc le premier projet est enterré. Il y a un deuxième projet en septembre qui émane de la CGT, donc CGT réunifiée,
mais qui n'est pas très complet, qui, comme c'est logique, porte surtout sur les droits des travailleurs. Mais ça n'est pas un programme complet, c'est bien un programme politique. Et au mois de novembre, c'est le Front National, qui était donc l'organisation créée par le Parti communiste, qui reprend l'initiative, propose un projet très modéré politiquement, plus modéré que le programme socialiste. Et finalement, c'est sur la base de ce projet du Front National qu'on discute. Et progressivement, chacun met un peu de ses opinions, et on arrive, après quelques chaos et disputes, on arrive à un programme accepté par toutes les tendances, sachant que les deux représentants des droites au CNR ont accepté par volonté de marquer l'union nationale contre l'occupant. Et c'est là que la dimension nationaliste joue un rôle. Ils n'ont pas accepté par conviction. Mais malgré tout, ce programme, on a les papiers clandestins là-dessus, il est accepté à l'unanimité de toutes les tendances de la résistance, des partis politiques et des syndicats. Et c'est ce qui fait son originalité dans l'histoire de la résistance européenne et ce qui fait aussi sa force. Parce que si toutes les tendances l'ont accepté, normalement, les tendances de l'opinion à la libération vont pouvoir suivre, si vous voulez. Et ça, c'est certainement, on peut considérer que ce programme a joué un rôle d'amortisseur dans les conflits politiques qui ont surgi naturellement à la libération. Donc c'est un programme d'union nationale et en même temps de très grandes réformes. C'est paradoxal, mais c'est l'union sur la réforme. Et la réforme, elle vise surtout ce que le programme appelle la démocratie économique et sociale, qui est conçue à l'époque comme retour à la nation, c'est l'expression du programme, des moyens de production, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les nationalisations, et aussi le développement de la sécurité sociale. Et ce sont les deux grands piliers du programme, et qui vont être mis en œuvre. Et ça, c'est l'histoire de la libération. Le programme du CNR, c'est sa dimension sociale. C'est pas les communistes dans le CNR qui se sont battus pour que ça y soit. C'est Villon, le représentant communiste, qui va écrire une bonne partie du contenu social. Mais au départ, ils ne le souhaitaient pas. Et même à la libération de Paris, c'est pas eux qui mettent d'abord en avant le programme du CNR. Ce sont les confédérés et ce sont les socialistes. Parce que ça participait de leur orientation ancienne sur les réformes de structure. Pour les communistes, ça, c'était du réformisme. C'était aménager le capitalisme quand le capitalisme, il fallait le renverser. Donc, les communistes, face au moment des discussions sur le programme du CNR, sont très réticents. Ils disent « l'objet du CNR, c'est la lutte, c'est l'action immédiate ». C'était leur position. Ils avaient commencé à changer un peu sous le Front populaire, mais ils en changent complètement à la libération. Mais pas avant la libération. Le programme du CNR exige le retour à la nation des grands moyens de production et d'échange monopolisés par les trusts. Les nationalisations ne sont pas le socialisme, encore moins le communisme, mais elles sont de simples mesures de caractère démocratique. Il y a un changement de position, mais tout le monde change. Les communistes vont réviser leur position sur ce qui est en train de se mettre en place. Ils sont puissants et ils se disent qu'au fond, il y a peut-être un moyen d'aller vers une révolution sociale, vers le socialisme, par des procédés auxquels ils ne pensaient pas auparavant, qu'ils trouvaient réformistes. Et inversement, les socialistes qui étaient le plus pour les réformes de structure, c'est eux qui, depuis les années 30, portaient ce type de réalisation, les nationalisations, la planification, ainsi de suite. Et finalement, à la libération, c'est les communistes qui étaient contre, qui deviennent porteurs et qui les réalisent et qui du coup les doublent sur ce terrain. C'est terrible pour eux. Ce qui manque dans ce programme, c'est ce qui concerne le droit de vote des femmes. Ça, c'est une grosse lacune du programme et malheureusement, elle est significative. Ce n'est pas un oubli inopiné. La question des femmes ou du féminisme ou de la parité, de l'égalité homme-femme
c'est une question que la résistance intérieure n'a pas posée. On ne trouve pas ça dans les journaux clandestins. Et malheureusement, le Conseil national de la résistance n'a pas réussi à s'entendre sur la question du vote des femmes. D'ailleurs, il n'y a pas d'archives écrites à ce sujet, du moins je n'en ai pas vu. On n'a que le témoignage de Jacques de Bubridel, qui était représentant de la droite au CNR, et qui dit que la question a été posée, mais que le Parti radical a menacé de faire sécession si on donnait le droit de vote aux femmes. Le résultat, c'est que c'est vraiment une grosse lacune du programme du CNR. Le fait est que c'est tout à fait représentatif, je dirais, d'une opinion de notables, d'élite, et plutôt d'une certaine gauche que de la droite. C'est paradoxal, je vais m'expliquer. Au moment où le CNR refuse de mettre le droit de vote dans son programme, le général de Gaulle, plutôt à droite, a déjà signé un texte qui est paru dans les journaux clandestins, 1 an plus tôt, disant que le droit de vote des femmes allait de soi. Donc c'est déjà annoncé par la France libre. Et si le CNR n'arrive pas à prendre une décision, c'est bien que la résistance est profonde, si l'on peut dire. C'est une forme de résistance dans la résistance. L'idée même qu'il y ait pu y avoir une femme au CNR n'a même pas été évoquée. C'était hors de question. Alors, il y en aura dans les CDL. Et il y en aura dans les CDL, notamment par le biais de l'Union des femmes françaises, ou de quelques autres groupements de femmes, mais c'est surtout par le biais de l'Union des femmes françaises et par la mouvance communiste. Il y a une autre enceinte où on voit exactement le même phénomène se produire, qui est la commission chargée de l'organisation des pouvoirs publics et la libération qui siège à Alger. De Gaulle a mis en place une assemblée consultative dans laquelle les femmes sont au nombre de 3, je crois, ou 2 peut-être, sur 90 personnes. Donc qui prépare en fait, la future constitution. Et cette commission est composée de 11 hommes. Et là aussi, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le droit de vote des femmes. Donc leur projet, avant d'arriver sur le bureau de l'Assemblée consultative, ne comporte pas le vote des femmes. Et c'est assez révélateur. Et si finalement, à Alger, au mois de mars 1944, le vote des femmes est finalement annoncé, ce n'est pas grâce à cette commission qui n'en voulait pas, mais c'est grâce au débat public. Et c'est dans le débat public, devant non seulement d'autres membres de l'Assemblée, mais aussi devant des journalistes étrangers qui sont assis dans les tribunes, qu'un communiste, Fernand Grenier, et un démocrate chrétien, Robert Prigent, prennent la parole pour dire, je crois que ça c'est dans la... je ne sais plus lequel le dit, écoutez messieurs, en France intérieure, les femmes ont le droit d'être torturées pour la défense nationale. Est-ce que vous allez leur refuser le droit de vote ? Et donc, c'est l'argument de la résistance qui, in fine, oblige l'Assemblée à accepter ça. C'est vous dire que les résistances étaient très fortes. Et toujours avec en tête dans la résistance au vote des femmes, le Parti radical, qui était un parti de centre-gauche. Et pour surmonter donc cette résistance, d'abord il a fallu essentiellement le modèle de la France de l'entre-deux-guerres qui avait failli voter le vote des femmes à plusieurs reprises, qui était rejeté par le Sénat, et puis aussi le fait que tous les pays développés autour de la France avaient accepté le vote des femmes. Donc la France était dans une situation qui devenait archaïque. L'autre facteur, ça a été la résistance, mais comme facteur ultime. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Une organisation rationnelle de l'économie, assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes.
le droit au travail et le droit au repos. La sécurité de l'emploi, par la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leur jour. Ce contenu social, il a une dimension et politique et sociale. C'est-à-dire qu'il faut que les milieux populaires participent à la vie du pays, non seulement comme citoyens, mais aussi sur leur lieu de travail, dans les entreprises. Et ça, c'est inscrit très clairement dans le programme. Il faut se rappeler que ce programme, il est adopté le 15 mars 1944, c'est-à-dire bien avant la libération. Il s'agit que l'expression ne soit pas cantonnée aux seules institutions politiques, à des élections qui ont lieu tous les 4 ans ou tous les 5 ans, mais que l'on participe également dans l'entreprise. Que l'entreprise ne soit pas en quelque sorte une île isolée de la République, qu'elle devienne elle aussi d'une certaine façon républicaine, et que les travailleurs aient le droit de s'exprimer. Mais c'est aussi se pencher et prendre en compte les dominations, les coups du sort qui peuvent faire basculer une condition modeste à la pauvreté ou à la misère. Il faut que la République offre une protection sociale à ceux qui sont les plus faibles. Il ne faut plus, et ça sera dans le texte des ordonnances d'octobre 45 qui crée la sécurité sociale, il ne faut plus qu'il y ait d'incertitude du lendemain. Il faut en finir avec la précarité de la condition salariale. Certes, on n'abolit pas le salariat et le patronat, mais il faut que, salariés, on dispose de droits et de garanties. À la fois sur son lieu de travail, et puis aussi face à la maladie, face aux coups du sort qui peuvent vous survenir. Quand la libération se fait, d'abord, elle s'étale sur plusieurs mois. Ça commence par la Normandie et puis ça finira par l'Alsace. Donc on est à la fois dans un grand chaos et en même temps, il y a eu une préparation de cette libération à laquelle participe le Conseil national de la résistance, à laquelle participe le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle, dont l'autorité est reconnue par le CNR. Le CNR était donc cette organisation unanimiste d'union nationale, mais nommée. Naturellement, on n'allait pas organiser des élections clandestines. Et quand la libération a lieu, le CNR pense, pour partie, pas tous ses membres, pense qu'il a un rôle à jouer. Et là, il se trouve confronté au prestige, à l'influence, au pouvoir du gouvernement provisoire de la République française qui arrive d'Alger, présidé par le général de Gaulle, qui a mené toutes les relations internationales de la France résistance pendant la guerre et qui donc domine le CNR. C'est un peu le géant et le nain. Le CNR est un peu un nain, mais qui maintient qu'il a une légitimité et qu'il a un droit de regard à exercer sur ce qui se passe sur la scène politique française. Et donc, il y a une sorte de rivalité et en même temps de complicité entre le gouvernement provisoire de la République française et le CNR. C'est une complicité parce qu'ils sont issus de la résistance, parce qu'il y a des membres qui sont au gouvernement qui sont issus du CNR. C'est une complicité aussi pour des raisons très simples, c'est que c'est le gouvernement qui finance la survie du CNR. Le CNR n'est pas, un organisme qui s'autofinance. Mais c'est aussi une rivalité, donc des compromis sont passés entre le CNR et le gouvernement, et notamment le CNR joue à l'automne 1944 un rôle certain dans la nomination des membres qui vont constituer l'Assemblée consultative provisoire en attendant les élections. Donc le CNR a un pouvoir d'influence, il a aussi un accès aux médias assez facile,
Donc il fait savoir que quand il n'est pas satisfait de la politique du gouvernement, mais son rôle va déclinant par force. On a une légitimité qui ne peut être, après la libération, tant qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'une légitimité morale, celle de ceux qui ont pris les armes, qui ont constitué une résistance à l'occupant et à Vichy. Ils n'en ont pas d'autres. Mais en même temps, se mettent en place des institutions, mais qui sont dans le provisoire. Le gouvernement provisoire de la République française, il tire sa légitimité de ce que le CNR lui reconnaît son autorité. Mais il n'a pas d'autorité, même internationale. Il faudra attendre l'automne 1944 pour que le GPRF de Gaulle soit reconnu par d'autres pays. Ce que nous voyons aujourd'hui, après coup, on voit une continuité. On a gouvernement provisoire, puis des élections, puis un gouvernement. Mais à la Libération, c'est beaucoup plus complexe, cela. Puisque, à la fois, qui a fait roi de Gaulle, c'est la résistance intérieure qui lui donne une caution intérieure, précisément. Et puis, d'autre part, d'où tire le CNR sa légitimité? Eh bien, du fait que c'est De Gaulle qui a pris l'initiative, en envoyant Moulin, de constituer ce CNR dont il attendait, en retour, qu'il le soutienne. Mais, comment dire, les légitimités sont partagées. Sauf qu'évidemment, quand elles s'incarnent dans un personnage, du point de vue de l'opinion, c'est plus clair. Et puis, De Gaulle, la radio, et ainsi de suite, il a évidemment une personnalité et une autorité supérieure à toutes les autres. Mais le CNR ne la lui conteste pas. Simplement, il entend lui aussi être reconnu comme porteur d'une légitimité. On a toute une période de flou où les institutions se mettent en place avec l'appui du CNR, avec l'appui des CDL dans les départements, et en même temps, il y a des frictions. Parce que De Gaulle n'entend pas se faire dicter sa politique par la résistance intérieure. Il les reçoit en septembre 1944, donc après la libération. Et donc, à la fois, il remercie le CNR, et il leur dit, très bien, vous représentez la résistance, mais au-delà de la résistance, il y a la nation. Et la nation, c'est lui. Donc voilà, il subordonne le CNR. Et à son avis, le CNR n'a plus de raison d'être après la libération. Il échoue pendant toute une période. Le CNR continue son activité. Son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que tout en donnant à chacun le maximum possible de liberté et en encourageant dans tous les domaines l'esprit d'entreprise, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Saillant devient président du CNR le 11 septembre 1944, après la libération de Paris, après la constitution à Paris du gouvernement provisoire de la République, dans lequel le président du CNR, Georges Bidault, rentre au gouvernement, et Saillant donc prend la présidence du CNR, ce qui montre que c'est une personnalité qui fait sans doute pas un consensus total, mais qui est considéré comme un point de ralliement possible pour toutes les tendances politiques assez diverses qui traversent à l'époque le CNR. Donc il joue un rôle très important. À la même époque, il est membre de l'Assemblée consultative. Les membres de l'Assemblée plénière du CNR sont membres de l'Assemblée consultative. Donc c'est une période de très forte imbrication, voire de confusion parfois entre les attributions des unes et des autres de ces institutions qui ne sont pas clarifiées. De toute façon, elles n'avaient pas vocation à être pérennes. Saillant joue un rôle aussi de quasi-parlementaire, très actif, et on aurait pu s'attendre, ce qui sans doute lui aurait permis de rester très présent sur la scène nationale, qu'il rentre en politique. Et après tout, il dit lui-même, on en trouve la trace dans les documents du fonds Saillant, mais ça avait été déjà écrit auparavant, le général de Gaulle lui fait la proposition de rentrer au gouvernement.
Et il refuse. Il ne s'est jamais très bien expliqué d'ailleurs sur les causes profondes de ce refus, mais il refuse d'entrer en politique. Son ancrage est véritablement un ancrage syndical et il va donc rester président du CNR. Saillant a toujours joué ce rôle de manière extrêmement claire. Il a voulu maintenir un rôle référentiel, une sorte d'autorité morale du CNR, qu'il pensait représenter lui-même d'ailleurs. Il souhaitait incarner tout à fait cet esprit de la résistance, qui passait par l'unité, mais aussi par le progrès. C'est pour ça qu'aussi Saillant lui-même se défiait un peu du général de Gaulle, pour qui il semblait porter une certaine admiration, mais en même temps il le considérait comme un conservateur sur le plan social. Donc il souhaitait maintenir l'esprit du Conseil national de la résistance dans sa version progressiste. Il est syndicaliste socialiste, donc il poussera autant qu'il le pourra les références au programme social de la résistance. Le 26 août 1944, descendre des Champs-Élysées, il y était invité en tant que président du CNR et tout, mais ce même jour-là, la CGT reprenait possession de ses locaux à rue Lafayette. Il a préféré aller rue Lafayette que descendre les Champs-Élysées. Avec des Gaulle. Voilà, je crois que c'est ce qui peut imager le mieux qu'il ait choisi le camp de faire du syndicalisme plutôt que de la politique. Le CNR, après la libération, normalement, il n'existe plus. Et les CDL servent de substitut aux conseils généraux qui existaient auparavant. Alors, il va y avoir des élections aux conseils généraux, mais les CDL sont reconnus. Ils collaborent avec les préfets nommés par le gouvernement provisoire. Et ils servent de référence et d'assemblée consultative dans la période d'inter-élection. Eux, ils ont une reconnaissance officielle. Il y a un texte qui leur reconnaît ce rôle. Il n'y aura jamais un texte équivalent pour le CNR. Entre août 1944 et octobre 1945, on est dans du provisoire. Et donc, dans du légitime, mais pas la vraie légitimité dans un pays démocratique qui est celle de la sanction du suffrage. Bon. Donc, on a le gouvernement provisoire, on a le CNR, on a en province les CDL qui prennent leur travail au sérieux. C'est-à-dire qui légifèrent localement sur le marché noir, le ravitaillement, l'épuration. On n'a pas idée de tout ce qu'il faut gérer dans l'urgence. On manque de tout, et en même temps il faut châtier, et en même temps il faut répartir, et ainsi de suite. Bon. Donc les comités départementaux de libération travaillent. Et ils travaillent en liaison avec le CNR. Parfois ils débordent le CNR. Et notamment dans le Midi, et on ne va pas faire la psychologie à 20 sous, mais indécemment, les CDL du Midi sont effervescents. On va les qualifier comme ça. Ils veulent aller très loin. Ils vont parfois assez loin. Et donc, en l'absence de représentation nationale, les CDL décident, en accord d'ailleurs avec le CNR, de convoquer en décembre 1944 une assemblée représentative de tous les comités départementaux de libération, et qui va prendre le nom, et là c'est sans doute pas complètement innocent non plus, d'Assemblée nationale des CDL. Et c'est à l'occasion de cette Assemblée nationale des CDL qu'est avancée et acceptée l'idée de convoquer des États généraux de la Renaissance française. Ce qui constitue un palier dans ce déclin, dans cette marche descendante de l'influence du CNR, c'est le mois de janvier 1945, où deux événements indépendants l'un de l'autre, mais finalement convergents, se cumulent pour faire du CNR une institution croupion en quelque sorte, ou une institution vestige. Le premier événement dans l'ordre chronologique, c'est le comité central du Parti communiste du 21-23 janvier, au cours duquel Maurice Thorez, qui est revenu de Moscou, dit très clairement que désormais l'ordre est l'ordre républicain, et que les milices patriotiques qui avaient été organisées par le Parti communiste entre le printemps 1944 et la libération devaient céder le pas aux forces républicaines, à la police régulière
et que les comités départementaux de libération devraient céder le pas aux conseils municipaux tels qu'ils allaient être élus au printemps. Et donc là, c'était une espèce de mise au pas des institutions nées de la résistance et indirectement du CNR. Et ce que le CNR ressent très vivement. Et d'autre part, 3 jours plus tard, le 26 janvier, la fusion de 2 grandes mouvances résistantes, l'une non communiste sous le sigle de MLN, Mouvement de Libération Nationale, et l'autre sous la houlette communiste, Front National. Cette fusion ne se fait pas. Il y a un désaccord, il n'y a pas de fusion. Vous voyez, on n'est plus au temps de l'occupation, ou peut-être que la fusion se serait faite. Mais là, il n'y a plus cet enjeu national, la fusion ne se fait pas. Et donc, le CNR, qui vivait sur le principe de l'union nationale et de l'unanimité, s'aperçoit premièrement qu'il est réduit à représenter le passé et non pas l'avenir, et que deuxièmement, son unanimité ne tient plus. Alors, les États généraux de la Renaissance française avaient été prévus dès décembre 1944, avant ce coup de massue que reçoit, ce double coup de massue que reçoit le CNR en janvier, et ils étaient vus comme une manière de regrouper l'opinion autour du CNR, autour du programme du CNR. C'était un travail de propagande et de mobilisation de l'opinion. Cette idée des États généraux de la Renaissance française est relancée en février par une réunion plus restreinte des présidents des CDL. Février 1945, en accord avec le CNR. C'est-à-dire que le CNR n'a pas perdu la main, ou en tout cas, il n'a pas l'intention de perdre la main. Mais, comme par ailleurs le suffrage universel libre était rétabli, ce mouvement de propagande apparaissait comme tel et n'était plus le mouvement d'union nationale pour la libération de la France tel qu'il avait été réellement pendant plus d'1 an. Finalement, les États généraux, c'est le chant du cygne du CNR, puisque ils aboutissent à des propositions variées, mais qui vont dans le sens du programme du CNR. Elles l'explicitent, elles le détaillent, elles se réclament de ce programme du CNR. Mais en même temps, le CNR est en train de perdre la main. Et les élections qui s'approchent vont définitivement lui retirer la légitimité autre que morale qu'il pouvait avoir jusqu'à présent. Néanmoins, les partis qui se présentent aux élections en octobre 1945, ils ne peuvent pas ignorer et le programme du CNR et aussi la mobilisation que la préparation des États généraux ont donné. Mais à partir de ce moment-là, la direction du CNR revient de plus en plus au Parti communiste. Et donc les membres de droite ne siègent plus et les membres socialistes y vont de moins en moins. Et c'est donc ce n'est plus le CNR clandestin. C'est un organe de pression de gauche, proche du Parti communiste et qui n'a plus la fonction qu'il a eue. Sans doute, le Parti communiste est celui qui voudrait pousser le plus loin possible, puisque ces États généraux débouchent sur la création d'un comité central pour la Renaissance française, bon, qui va quasiment jamais se réunir et qui n'aura pas d'effet. Mais la campagne des États généraux a popularisé un certain nombre d'idées que les députés qui vont être élus à l'Assemblée constituante en octobre 1945 ne pourront pas ignorer. Et le gros des réformes sociales de la libération, qui s'inspirent pour partie du programme du CNR, vont être réalisées par ces assemblées qui vont être élues. Alors, il y en aura 2 assemblées constituantes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais indéniablement, à la fois le CNR perd la main, mais en même temps, il a popularisé un certain nombre de thèmes et d'idées que les élus d'octobre 1945 ne pourront pas ignorer. Avant les élections générales, pour bien montrer que quelque chose change, il y a déjà tout de suite des mesures qui sont prises. Par exemple, l'institution en février 1945 des comités d'entreprise. Alors,
le contenu de la loi, de l'ordonnance sur les comités d'entreprise, il va provoquer beaucoup de discussions. Il est inférieur à ce que prévoyait le CNR, à ce que demandent les syndicats. Donc la loi sera modifiée par la suite. Et puis, en octobre 1945, juste avant les élections, c'est sans doute pas tout à fait un hasard, on publie 2 ordonnances qui instituent la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, elle figure en toutes lettres dans le programme du CNR. Et donc, on a voulu, avant les élections, dire, voilà, les élections vont établir une orientation politique, mais dès avant, vous ne vous êtes pas libérés pour rien. Sur le plan social, la libération apporte quelque chose. On pouvait se demander si le suffrage universel allait valider ce programme. Et le fait est que oui. Et que dès que le suffrage universel s'est prononcé, de manière massive en octobre 1945, donc plus d'1 an après la libération, les 3 grands partis qui soutenaient de manière le plus nette ce programme ont obtenu ensemble plus de 80% des voix. Donc le programme a été légitimé par le corps électoral et a été légitimé par la nation. Et c'est donc, on peut le dire, un programme d'unanimité nationale. Naturellement, cette unanimité n'a pas duré éternellement, mais elle a duré le temps que la première Assemblée nationale, qui a siégé entre novembre 1945 et avril 1946, cette première Assemblée nationale a pris toutes ces mesures de sécurité sociale, de nationalisation, de droit de représentation des travailleurs dans les entreprises. Et on peut dire que la France a connu là un vent de réforme comme elle n'en avait presque jamais connu. On pourrait comparer cela à la grande période des lois laïques de la Troisième République, des années 1880. Mais là, ça s'échelonne sur les années 80, tandis que là, c'est l'hiver 45-46, grâce au programme du CNR. À ce moment-là, comme le dira à un moment d'ailleurs Saillant, après octobre 1945, le CNR est au pouvoir. Les hommes qui sont au pouvoir à ce moment-là réalisent le programme du CNR. Et la fonction du CNR s'est interrompue dès que les élections générales avaient eu lieu. Et ils en conviennent. Ils se réunissent en novembre 1945, donc 1 mois après les premières élections, et ils disent « Notre rôle maintenant va changer. Le peuple a parlé, ce sont ses représentants élus qui vont faire la politique du pays. Nous restons parce que nous représentons l'unité qui a permis la libération. Nous sommes une référence morale, mais notre rôle politique, pour l'essentiel, est terminé. » Et la dernière séance du CNR en tant que tel, en tant que réunion plénière, est du 16 novembre 1945. Et là, on voit que le CNR n'a plus d'activité. Les réformes de la libération reconstruisent la France. Non seulement elles vont faire que dans la Constitution, celle de la 4e, mais ça sera repris par celle de la 5e, la République est bien définie désormais comme une République démocratique et sociale, et avec ensuite toute une série de choses qui énoncent ce que ça signifie, qui proclament un certain nombre de droits, y compris le droit au logement, enfin toute une série de droits qui deviennent quasiment constitutionnels. Ça, c'est l'héritage du programme de la résistance. Et puis, ce qu'il faut bien voir aussi sur ces réformes, elles ont été réalisées. Alors, tout le programme du CNR n'a pas été réalisé, mais une partie importante, et elles sont le socle, au fond, du modèle social français jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas pour rien qu'un des dirigeants du MEDEF, il y a quelques années maintenant, disait que, au fond, le projet, c'était d'effacer le programme du CNR et des réformes de la libération. En oubliant une chose, c'est que le programme va devenir le bien d'une grande partie du pays. Pas seulement du Parti communiste, pas seulement de la gauche, mais aussi d'une partie de la droite. De Gaulle, qui revient au pouvoir en 1958, on va dire plutôt sur une ligne de droite, ne remettra pas en cause ce qu'il a aidé à construire et à mettre en place avec le CNR et avec l'unité au sortir de la guerre. Donc, c'est un bien assez largement commun et c'est une mémoire
qui transcendent les mémoires partisanes. Alors, certaines l'utilisent et s'en réfèrent plus que d'autres, mais néanmoins, pendant 50 ans, ça a fonctionné, 60 ans, ça a fonctionné autour de cela. Et dernière chose sur les réformes, il faut bien voir leur aspect compromis. C'était pas tenable de demander les efforts qu'on demandait aux travailleurs, aux milieux populaires, à la libération, où on manque de tout, où on leur demandait de retrousser leurs manches et de travailler jusqu'à 55 heures, 60 heures par semaine, s'il n'y avait pas eu des contreparties du type sécurité sociale, comité d'entreprise et statut, garantie sociale. Ça n'était pas tenable. Et c'est aussi ce qui explique les ruptures de 47. Quand le pays est à peu près reconstruit, en gros, on a moins besoin de ces compromis. Et à ce moment-là, il va y avoir toute une série de cassures qui vont se faire, qui ont une dimension internationale, mais qui ont une dimension aussi franco-française. Le cas des mineurs est tout à fait représentatif. Les mineurs, on leur rend hommage, parce que c'est vrai que tout le chauffage, l'énergie à l'époque repose sur eux, donc on en fait des héros de la reconstruction. Et puis, en 48, quand la reconstruction est à peu près finie, on a encore besoin d'eux, mais on en a moins besoin, on leur envoie les CRS. Et on les réprime, durement. Voilà, le temps du compromis est passé. Le socle social, quand même, de ce qui a été créé en 45-47 subsiste.